7 minutes, pas une de plus. Mais ces 7 minutes-là ont suffi à redessiner la géopolitique mondiale pour toujours. Vladimir Poutine venait à peine d'achever son sempiternel numéro de menaces et d'intimidation. Dans sa tête, c'était plié. Il avait une nouvelle fois terrorisé 7 minutes, pas une de plus. Mais ces 7 minutes-là ont suffi à redessiner la géopolitique mondiale pour toujours. Vladimir Poutine venait à peine d'achever son sempiternel numéro de menaces et d'intimidation. Dans sa tête, c'était plié. Il avait une nouvelle fois terrorisé l'Assemblée du G20 et il n'attendait plus qu'une chose, ce silence craintif, si familier des dirigeants occidentaux. Et c'est là que Sébastien Lecornu s'est levé. Ce qu'il a dit a figé la salle de conférence tout entière. Comprenez bien, ce n'était pas une réponse diplomatique parmi d'autres. C'était l'instant précis où la planète entière a vu un tyran se faire humilier en public et humilié par celui-là même qu'il croyait pouvoir faire plier. Poutine était venu donner son show d'intimidation habituel. Sauf que le spectacle, finalement, ce serait lui. Lui, devenu le centre de toutes les attentions à la conférence de Bali. Ce matin-là, l'attention était palpable dans l'immense salle. Les 20 dirigeants les plus puissants du globe s'étaient réunis pour le sommet du G20. Mais personne n'était dupe. Cette rencontre allait être tout sauf une banale discussion économique. C'était un affrontement géopolitique de premier ordre. L'Occident contre Vladimir Poutine, la démocratie contre l'autoritarisme, la diplomatie contre la force brute. Dès son arrivée, Poutine s'était entouré de sa délégation coutumière, des gardes du corps massifs des conseillers au visage verrouillé. Sur le visage du maître du Kremlin, cette même froideur d'acier qui, au fil des ans, avait fait trembler tant de chefs d'État. Une fois encore, il croyait pouvoir dicter sa loi par l'intimidation, par la menace à peine dissimulée. Seulement voilà, ce qu'il ignorait, c'est que Sébastien Lecornu avait consacré des semaines entières à préparer ce face-à-face. Car le premier ministre français n'avait pas fait le voyage jusqu'à Bali pour encaisser les provocations du Russe. Non, il était venu montrer à la planète entière de quelle manière on tient tête à un dictateur. Et personne ne s'en doutait encore. Personne, sauf peut-être Emmanuel Macron, qui suivait la scène avec ce sourire énigmatique réservé aux grandes heures de la diplomatie. L'affrontement, lui, allait éclater dès la session plénière consacrée à la sécurité mondiale. C'est avec son arrogance habituelle que Poutine prend la parole, cette autorité brutale que lui confère le contrôle d'un arsenal nucléaire de 6000 têtes. Ce sourire froid qui glace le sang de ses interlocuteurs apparaît tandis qu'il lance « Mes chers collègues, le monde traverse une période de tension artificielle créée par certaines puissances occidentales irresponsables. » Son offensive traditionnelle commence là. Les provocations de l'OTAN, il les évoque. L'aide militaire à l'Ukraine, il la critique. Et à ceux qui osent défier la Russie, il menace de conséquences imprévisibles. Instiller la peur, voilà ce que chaque phrase calcule, rappelant aux dirigeants présents qu'ils ont face à eux un homme capable du pire. Il croit tenir son auditoire sous sa coupe. Mais quelque chose d'inhabituel se produit. Lecornu, lui, ne réagit pas comme les autres dirigeants. Plutôt que de détourner le regard ou de prendre des notes nerveusement, c'est droit dans les yeux qu'il fixe Poutine, avec une intensité troublante. « Avez-vous terminé votre numéro, Monsieur Poutine ?» C'est par cette simple question que le premier ministre français répond à l'instant même où le dictateur russe achève sa première salve de menaces. Et ce mot « numéro » claque dans la salle comme une gifle. Jamais personne n'ose s'adresser ainsi au maître du Kremlin. Puis, se levant lentement, Lecornu poursuit. « Je souhaiterais répondre à votre performance. 7 minutes. C'est tout ce qu'il va falloir pour que tout bascule. » « Monsieur Poutine, lance Lecornu, et ce calme olympien face à l'agressivité russe fait l'effet d'une gifle. Permettez-moi de vous expliquer la différence entre un dirigeant et un voyou. Le coup porte dès la première phrase. Dans la salle, plus personne ne respire. Traiter Poutine de voyou en public, jamais un chef d'État ne s'y était risqué. Par ses actions, un dirigeant inspire le respect. Par la peur, un voyou tente d'obtenir la soumission. Dans quelle catégorie vous situez-vous? À vous de deviner. Poutine veut intervenir, mais le temps Lecornu ne le lui laisse pas. Une provocation occidentale, dites-vous? Vos invasions, parlons-en plus tôt. La Géorgie en 2008, la Crimée en 2014, l'Ukraine en 2022.
Votre bilan, M. Poutine, le voici. 3 agressions, 3 violations du droit international. Et chaque accusation fait mouche. Cette confrontation historique, ce sont les caméras de CNN, de la BBC et de toutes les chaînes du monde qui la filment. Des conséquences imprévisibles, c'est ce dont vous me menacez. Eh bien, les conséquences prévisibles de vos actions, laissez-moi vous les énumérer, poursuit le cornu implacable. Un isolement international, un effondrement économique, une fuite des cerveaux. Sous votre règne, c'est un paria mondial que votre pays est en train de devenir. D'un tout autre calibre, voilà l'adversaire que Poutine commence enfin à cerner. Lui qui avait pourtant l'habitude de terroriser ses interlocuteurs. Mais en face, rien ne bouge. Le cornu ne recule pas, ne cherche pas à apaiser, et la peur ne l'effleure même pas. Plutôt que de subir, c'est lui qui frappe le premier, de plein fouet. La sécurité mondiale, parfait, parlons-en. Des civils menacés par l'arme nucléaire, des opposants empoisonnés jusque sur le sol étranger, le terrorisme international financé en sous-main. De qui parle-t-on, au fond, alors que tout le monde ici connaît déjà la réponse? L'accusation lancée sans détour tombe comme une déflagration. Et dans la salle, les dirigeants restent figés, incapables de croire ce qu'ils viennent d'entendre. Devant le monde entier, voilà enfin quelqu'un qui ose jeter ses 4 vérités au visage de Poutine. Votre lâcheté, monsieur Poutine, voilà ce qu'il y a de plus pathétique dans toute votre attitude, lance le cornu, sans même chercher à masquer son mépris. Si vous vous abritez derrière vos armes nucléaires, c'est uniquement parce que vous le savez jamais votre armée ne pourrait l'emporter dans une guerre conventionnelle. Et voilà le coup de grâce. C'est cette allusion à la déroute militaire russe en Ukraine qui fait soudain perdre tous ses moyens au dictateur. Livide Poutine sent ses mains trembler légèrement. Pour la toute première fois de sa carrière, le voilà désarçonné, et ça, devant un parterre international. « Vous déformez la réalité », parvient-il à balbutier. « Mais je déforme quoi exactement ?» Avec un sourire glacial, le cornu réplique. « Parlons-en de vos échecs militaires en Ukraine, de votre incapacité à prendre Kiev, de vos généraux qui tombent les uns après les autres. Ou bien préférez-vous évoquer votre fuite précipitée de Kharkiv ?» Et chaque question qu'il pose s'enfonce comme un coup de poignard. Reprendre le contrôle, voilà ce que tente Poutine. La Russie ne fait que défendre ses intérêts légitimes. Mais le cornu l'interrompt aussitôt. Légitimes, vos intérêts? Massacrer des civils, serait-ce un intérêt légitime? Bombarder des hôpitaux, est-ce là de la légitime défense? Et déporter des enfants ukrainiens, vous appelez ça de la protection. Dans la salle, un silence assourdissant accueille l'énumération des crimes de guerre russes. Médusés, les autres dirigeants assistent à cette démolition en règle du tyran russe. C'est avec une froideur chirurgicale que le cornu assène « Monsieur Poutine, vous n'êtes pas un homme d'État. Vous êtes un criminel de guerre qui se cache derrière un bureau présidentiel. » Puis il ajoute « Et aujourd'hui, devant le monde entier, je vous le dis, la France n'a pas peur de vous. » Ce qui suit est un silence assourdissant. Lui qui a fait trembler l'Europe pendant des années, Poutine reste désormais sans voix. Sur son visage se lit un mélange de rage et d'humiliation qu'aucun photographe n'avait jamais capturé jusque-là. Sauf que pour le cornu, l'affaire est loin d'être close. S'avançant vers la délégation russe, il enchaîne. « Ce qui va suivre, vous aimeriez le connaître? Eh bien, laissez-moi vous le résumer en quelques mots. » Et de poursuivre, « Tant que l'Ukraine ne vous aura pas totalement vaincu, la France continuera de l'armer. Tant que votre économie ne se sera pas écroulée, nous durcirons les sanctions. Et devant chaque tribunal international, vos crimes seront jugés. » C'est alors que Poutine, acculé, tente un ultime coup de bluff. « Le feu nucléaire, vous osez jouer avec? » Réponse glaciale. « Détrompez-vous, monsieur Poutine. Le feu, c'est vous qui le maniez, et c'est sous les yeux du monde entier que vous venez de vous y brûler. » C'est alors vers l'Assemblée que le premier ministre français se tourne. « Regardez cet homme, mesdames et messieurs les dirigeants. Quand on ose lui tenir tête, voilà à quoi ressemble un dictateur. Un lâche, incapable d'autre chose que de menacer et d'intimider. » Et l'ovation qui éclate aussitôt surprend le cornu lui-même. C'est Joe Biden qui se lève en premier. «
Aussitôt, Ursula von der Leyen l'imite, et derrière elle, ce sont tous les dirigeants démocratiques présents qui se lèvent à leur tour. Quant à Xi Jinping, allié de Poutine, pourtant il reste assis. Il n'applaudit pas, mais il ne proteste pas davantage non plus. Et Poutine, totalement isolé, il assiste impuissant à son humiliation publique. Dans la salle, les journalistes saisissent immédiatement la portée de la scène. Ce qui se joue sous leurs yeux dépasse le simple sommet diplomatique. Ils assistent en réalité à la naissance d'une époque nouvelle sur l'échiquier géopolitique. Une époque où les démocraties n'ont plus à trembler devant les dictateurs. Et alors qu'il regagne tranquillement sa place, le cornu lâche en guise de conclusion « Monsieur Poutine, vous pouvez retourner dans votre bunker désormais. Le monde libre n'a plus peur de vous. » C'est dans un tonnerre d'applaudissements que Poutine quitte précipitamment la salle, sa délégation décomposée sur ses talons. Devant la communauté internationale, c'est un tyran qui vient d'être publiquement humilié. Une première depuis des années. En quelques heures à peine, l'ampleur du séisme géopolitique se confirme. Tout part des réseaux sociaux, qui explosent en moins d'une heure. Le hashtag « Le cornu contre Poutine » devient viral. Les extraits vidéo de la confrontation, plus de 100 millions de vues en seulement 24 heures. Car ce que Le cornu vient de faire, c'est donner une leçon de courage au monde entier. Et les commentaires affluent de partout. Poutine humilié comme jamais. La France montre la voie. À la une, les médias internationaux ne disent pas autre chose. CNN titre « Un premier ministre français humilie Poutine ». La BBC enchaîne « Le jour où Poutine a perdu sa crédibilité ». Et le New York Times va plus loin encore. Comment Le cornu a changé la géopolitique en 7 minutes. Le plus révélateur, même RT, la chaîne de propagande russe, se retrouve contrainte de couvrir l'événement, tentant maladroitement de minimiser l'humiliation de leur propre leader. C'est la panique générale à Moscou. L'impact est dévastateur et les conseillers de Poutine ont beau tenter de limiter les dégâts, rien n'y fait. Devant son propre peuple, le dictateur russe apparaît faible et vulnérable, et cela pour la première fois depuis qu'il est au pouvoir. Malgré la censure, les images de son humiliation circulent jusqu'en Russie. Côté capitale occidentale, en revanche, c'est l'euphorie. À Washington, c'est Joe Biden lui-même qui félicite Le cornu. « Vous avez fait ce que nous rêvions tous de faire depuis des années. » Un moment historique de courage français, voilà ce que salue le premier ministre britannique depuis Londres. Et à Berlin, l'Allemagne elle-même applaudit la performance française, elle pourtant si réticente à provoquer la Russie. Immédiatement, les répercussions géopolitiques se font sentir. Sur le terrain, l'Ukraine voit affluer un soutien militaire renforcé de l'ensemble des pays occidentaux, tandis que l'étau des sanctions se resserre davantage sur la Russie. Et ce n'est pas tout. Portés par le courage français, plusieurs pays jusque-là neutres basculent dans le camp occidental. Le cornu a libéré la parole mondiale, analyse un expert de Chatham House. De l'autre côté, le tableau est tout autre. Les alliés de Poutine, eux, prennent leur distance. La Chine, elle évite de commenter. L'Iran, il temporise. Et même la Corée du Nord choisit le silence. La conclusion d'un analyste du MIT tombe alors comme un coup près. Poutine a perdu toute crédibilité internationale. Sur le plan personnel, les conséquences sont catastrophiques pour Poutine. En Russie, sa popularité chute brutalement, tandis que les oligarques commencent à questionner son leadership. Quant à l'armée russe, déjà démoralisée par les échecs ukrainiens, elle perd encore confiance en son chef suprême. 3 mois après cette confrontation historique, c'est Poutine lui-même qui tente un sommet de réconciliation avec la France. Mais Le cornu pose ses conditions. Retrait total d'Ukraine, réparation de guerre, jugement des criminels de guerre. Le temps des compromis avec les dictateurs est révolu, déclare le premier ministre français. Et 6 mois plus tard, l'empire Poutine commence à se fissurer. 1 an après cette journée mémorable, le monde a changé. Aujourd'hui, plusieurs régions russes connaissent des troubles et l'opposition interne se renforce. Poutine, lui, n'inspire plus la peur, mais le mépris. Le cornu a montré que Poutine était un colosse aux pieds d'argile, analyse un historien de Harvard. Car les démocraties ont retrouvé confiance en leurs valeurs. Et tout cela grâce à 7 minutes de courage français face à la barbarie russe. Parfois, il suffit d'un homme courageux pour changer le cours de l'histoire, résume Le cornu dans ses mémoires. Cette confrontation restera comme le moment où l'Occident a cessé d'avoir peur des tyrans.
où un premier ministre français a rappelé au monde que la liberté ne se négocie jamais. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les répercussions de cette humiliation publique de Poutine vont transformer l'ordre géopolitique mondial de manière permanente et irrévocable. Dès les heures qui suivent cet affrontement historique, c'est l'effervescence dans toutes les chancelleries de la planète. Washington réagit la première. À la Maison-Blanche, on convoque en urgence le Conseil de sécurité nationale. Le secrétaire d'État américain ne mâche pas ses mots. Le cornu vient d'accomplir ce qu'aucun dirigeant occidental n'osait faire depuis des années, lance-t-il. Il a prouvé que Poutine pouvait être défié et humilié en public. Au Pentagone aussi, on revoit sans attendre les évaluations stratégiques concernant la Russie. Pour un général américain, le constat est sans appel. Si Poutine perd sa crédibilité d'homme fort, c'est toute la donne militaire qui bascule. Ses propres troupes vont finir par douter de lui. Quant à la CIA, elle met tous ses agents sur le pont pour décortiquer les réactions internes russes. Son directeur, lui, n'écarte pas l'hypothèse la plus radicale. Nous assistons peut-être au commencement de la fin du régime Poutine. Au sein de l'élite russe, les services de renseignement américains observent déjà des signes de nervosité. Pendant ce temps, à Londres, c'est en coulisses que Downing Street jubile. Pour analyser cette nouvelle donne, le Premier ministre britannique convoque son cabinet. Le cornu a ouvert une brèche dans l'armure de Poutine, explique-t-il à ses ministres, avant d'ajouter « Nous devons exploiter cette opportunité ». Aussitôt, le MI6 reçoit l'ordre d'intensifier ses opérations en Russie, l'objectif étant de capitaliser sur cette faiblesse soudaine du dictateur. Quant aux diplomates britanniques, on les mobilise pour allier d'autres pays à cette nouvelle approche ferme face à Moscou. Du côté de l'Allemagne, si la réaction se révèle plus nuancée, elle n'en demeure pas moins significative. Encore marqué par sa propre humiliation face à le cornu, Olaf Scholz reconnaît malgré tout l'importance de ce moment. La France vient de changer les règles du jeu avec la Russie, admet-il devant ses conseillers. Nous ne pouvons plus faire comme si de rien n'était. Longtemps prudente envers Moscou en raison de sa dépendance énergétique, l'Allemagne commence aujourd'hui à reconsidérer sa position. Pour réduire sa vulnérabilité au chantage russe, Berlin annonce l'accélération de sa transition énergétique, tandis que les entreprises allemandes reçoivent l'ordre de préparer leur désengagement total du marché russe. À l'est de l'Europe, l'enthousiasme lui est palpable. La Pologne, les pays baltes et la République tchèque saluent unanimement le courage de le cornu. Enfin, quelqu'un a dit à Poutine ce que nous pensions tous, déclare le président polonais. Pour ces pays qui subissent les pressions russes depuis des décennies, cette confrontation a des allures de libération. Ils proposent aussitôt de renforcer leur coopération militaire avec la France. Quant à l'OTAN, elle révise désormais ses stratégies de défense face à une Russie potentiellement affaiblie. L'effet en Ukraine ne se fait pas attendre. Il est foudroyant. Convoquant une conférence de presse exceptionnelle, Volodymyr Zelensky tient à remercier la France. En 7 minutes, le cornu a accompli ce que des mois de diplomatie n'avaient pu faire, lance-t-il, avant d'ajouter « Le monde entier a enfin vu le vrai visage de Poutine ». Sur le front, le moral grimpe en flèche. Les images de l'humiliation de Poutine circulent en masse parmi les soldats qui se répètent « Si l'on peut ainsi tourner leur chef en ridicule, alors leur défaite est à notre portée ». Portée par cette éclatante démonstration de faiblesse russe, l'armée ukrainienne déclenche aussitôt plusieurs offensives. À Moscou, en revanche, règne la panique la plus totale. De retour en catastrophe du G20, Poutine se barricade dans son bunker du Kremlin. Ses conseillers ont beau s'efforcer d'atténuer les dégâts, jamais ils n'avaient affronté une humiliation d'une telle ampleur. Vladimir Vladimirovitch a été totalement pris de court, confie l'un d'eux. Une offensive aussi directe, personne ne l'avait vu venir. Ordre est donné aux services de sécurité russes censurer les réseaux sociaux massivement. Trop tard, les images de la confrontation tournent déjà partout. Et même en Russie, où la propagande officielle verrouille tout, les citoyens découvrent leur leader humilié comme jamais auparavant. Du côté des oligarques déjà fragilisés par les sanctions occidentales, c'est la panique qui s'installe. Si Poutine perd sa crédibilité internationale, c'est nous qui risquons de tout perdre, glisse l'un d'eux à ses associés.
Résultat, discrètement, certains commencent à tendre des perches vers des intermédiaires occidentaux, histoire de négocier leur sortie de l'orbite poutinienne. Au sein de l'état-major russe, déjà fragilisé par les revers militaires en Ukraine, c'est la confiance même envers le chef suprême qui se fissure un peu plus chaque jour. En coulisses, des réunions secrètes se multiplient pour évoquer l'avenir du pays. Entre eux, les généraux se demandent à voix basse comment continuer à suivre un homme que l'on humilie de la sorte. Le même mouvement gagne les régions. Plusieurs gouverneurs prennent peu à peu leur distance avec le pouvoir central et certains vont jusqu'à approcher discrètement des représentants français pour sonder d'éventuelles ouvertures diplomatiques. Leur raisonnement est sans détour. Moscou nous entraîne dans sa chute. C'est à l'avenir de nos territoires qu'il faut penser désormais. Malgré la répression, les médias russes indépendants réussissent eux aussi à faire passer leurs analyses de cet affrontement. Avec courage, ils l'écrivent noir sur blanc, Poutine n'est plus l'homme fort qu'il prétendait incarner. Ces textes qui circulent dans la clandestinité nourrissent un débat souterrain sur le sort du régime. Pendant ce temps, en Chine, Xi Jinping suit cette évolution avec un mélange d'inquiétude et de calcul. Entouré de ses conseillers, il pose son analyse. Si Poutine tombe, c'est tout l'équilibre mondial qui bascule. À Pékin, on commence déjà à prendre ses distances avec Moscou. Pas question de rester associé à un dirigeant affaibli. L'ordre tombe. Les entreprises chinoises doivent réduire leurs investissements en Russie. Du côté de l'Iran, cet autre allié traditionnel, on reconsidère lui aussi sa position. Un Poutine faible ne peut plus nous protéger face aux pressions occidentales, estime le régime des Mollahs. Discrètement, Téhéran entame des contacts avec des intermédiaires européens pour explorer d'éventuelles ouvertures diplomatiques. Et même la Corée du Nord, pourtant si isolée, comprend que l'équilibre des forces a changé. Kim Jong-un suspend ses livraisons d'armes à la Russie, préférant attendre de voir comment la situation va évoluer. Après cette démonstration de force française, les pays non alignés, ceux qui hésitaient encore entre l'Occident et la Russie, basculent massivement du côté occidental. Du côté de l'Inde, du Brésil et de l'Afrique du Sud, on réévalue désormais sa relation avec Moscou. Poutine n'inspire plus le respect. Voilà ce que constatent leurs dirigeants. Les premières conséquences concrètes, elles apparaissent 3 semaines seulement après la confrontation de Bali. Plusieurs contrats d'armement majeurs échappent à la Russie, ses clients préférant se tourner vers des fournisseurs occidentaux. Quant à l'économie russe, déjà affaiblie par les sanctions, elle subit de nouveaux revers. Et le rouble? Il s'effondre à son plus bas niveau historique. Il faudra attendre 1 mois pour que se manifestent les premiers signes d'une rébellion interne. Galvanisées par l'image de Poutine affaibli, les populations locales descendent dans la rue. Plusieurs régions russes sont alors le théâtre de manifestations. Et si les forces de l'ordre peinent à contenir la situation, c'est qu'elles-mêmes sont démoralisées. L'humiliation de leur chef suprême les a touchées en plein cœur. 2 mois après Bali, ce n'est plus une simple contestation, mais un véritable soulèvement qui gronde à travers la Russie. Tour à tour, les républiques du Caucase proclament leur autonomie. Moscou n'est plus obéi. La Tchétchénie, le Daghestan, l'Ingouchie cessent de se plier à ses ordres. Un leader humilié, nous ne le suivons plus, déclarent leurs dirigeants. Déjà épuisée par le conflit en Ukraine, l'armée russe n'a plus les moyens de faire régner l'ordre sur l'ensemble du territoire. Et 3 mois plus tard, c'est l'impensable qui se produit. Un coup d'État éclate contre Poutine, mené par un groupe d'oligarques et de généraux. Leur justification, il a déshonoré la Russie, nous devons sauver ce qui peut encore l'être. Pendant ce temps, barricadé au fond de son bunker, le dictateur assiste impuissant à l'effondrement de son empire autour de lui. 6 mois seulement après cette journée historique de Bali, Poutine tombe. À Moscou s'installe alors un gouvernement de transition conduit par des personnalités modérées qui, sans attendre, tendent la main à l'Ukraine pour entamer des négociations de paix. Et au monde entier, il déclare « L'ère Poutine est terminée, la Russie veut retrouver sa place au sein de la communauté internationale ». Il faudra attendre 1 an pour que les historiens, en se penchant sur cette période, fassent remonter à cet affrontement du G20 le tout début de la chute du régime Poutine. En tenant tête au tyran, le cornu a démontré qu'un despote ne tient debout que par la peur qu'il inspire, écriront-ils. Qu'on ose lui résister, et le voilà qui s'écroule comme un château de cartes. Sébastien Lecornu, désormais, c'est l'homme que l'on salue comme celui qui a infléchi le cours de l'histoire mondiale.
Devant l'Élysée, sa statue se dresse, portant gravée cette phrase. Il a eu le courage de dire non à la tyrannie. Quant à Poutine, il achève ses jours en exil, symbole déchu d'une ère révolue, celle où les dictateurs s'imaginaient pouvoir terroriser le monde en toute impunité. Aujourd'hui encore, dans tous les domaines de la société internationale, les répercussions de cette journée historique continuent de se faire sentir. C'est dans le monde académique que la confrontation devient immédiatement un cas d'école, celui qu'on enseigne désormais dans toutes les universités de relations internationales. La preuve, Harvard qui crée une chaire entièrement dédiée à l'analyse lecornue de la géopolitique. Comment un leader démocratique peut-il neutraliser un dictateur par la seule force de ses arguments? Voilà ce que nous étudions, explique le professeur titulaire. Du côté d'Oxford, on lance carrément un programme de recherche sur l'effet domino des confrontations diplomatiques. Et pendant ce temps, partout sur la planète, les étudiants analysent minute par minute ces 7 minutes qui ont changé l'histoire. Du côté de Sciences Po Paris, le verdict tombe d'un étudiant. C'est devenu notre référence absolue en matière de courage politique. Et ce n'est pas qu'en France que l'écho se propage. À Yale, on lui consacre désormais un séminaire entier, tout entier dédié aux techniques lecornues de démontage psychologique des autocrates. Là-bas, les futurs diplomates américains en apprennent les répliques par cœur. Même son de cloche en Australie, où un professeur tranche, si vous voulez comprendre le 21e siècle, il faut comprendre Bali. L'Université de Sydney, elle va plus loin encore et fonde un institut lecornu pour la démocratie. C'est là que les chercheurs se penchent sur une question. Comment cette confrontation a-t-elle inspiré des mouvements démocratiques aux 4 coins du monde? La réponse, c'est la directrice de l'institut qui la livre. L'onde de choc de Bali a libéré des énergies démocratiques partout. Chaque année, c'est l'Université de Tokyo au Japon qui réunit, lors d'un colloque international, les plus grands experts mondiaux venus analyser l'héritage de Bali et les conséquences à long terme de cette confrontation. Le verdict d'un politologue japonais tombe sans détour. Lecornu a prouvé que la démocratie pouvait être offensive. Mais l'onde de choc ne s'arrête pas là. Sur le plan militaire aussi, cette journée vient révolutionner la pensée stratégique mondiale. La preuve, l'école de guerre française a décidé d'intégrer la méthode Lecornu directement dans ses cursus de formation des officiers supérieurs. Nos futurs généraux doivent comprendre que le courage moral est aussi important que la force militaire, justifie son directeur. Et quand on vous dit que ça dépasse les frontières, jusqu'au Pentagone. On révise désormais les manuels de stratégie pour y inclure cette nouvelle approche de confrontation avec les dictatures. Sans tirer la moindre balle, Lecornu nous a prouvé qu'une guerre pouvait se gagner. L'aveu vient d'un général américain. C'est en s'inspirant directement de cet affrontement que l'OTAN met sur pied un centre d'excellence dédié à la guerre psychologique démocratique. Quant à l'état-major britannique, il conçoit des formations spéciales destinées à préparer ses officiers à affronter les tyrans avec pour seules armes celles de la démocratie. Le phénomène dépasse les frontières. Jusqu'en Israël, le Mossad scrute avec attention la manière dont Lecornu est parvenu à neutraliser un adversaire pourtant supérieur en nombre. De l'art de la guerre, mais adapté au 21e siècle. Voilà comment un expert en sécurité résume la chose. Et sur le terrain économique, l'onde de choc n'est pas moins profonde. Reléguant Francfort derrière elle, la Bourse de Paris s'impose désormais comme la nouvelle référence européenne. Aux yeux des investisseurs internationaux, la France de Lecornu incarne désormais un modèle de stabilité et de leadership. Après Bali, c'est en France que tout le monde veut investir, constate un analyste de Wall Street. Résultat, la valorisation des entreprises françaises explose et c'est en bourse que Total, LVMH et Airbus battent des records. Toute l'économie française se trouve dopée par l'effet Lecornu, observe un économiste de l'OCDE. Partout dans le monde, les fonds souverains réorientent leurs investissements vers la France. Du côté de Londres, c'est l'attractivité française que la City redécouvre. À la France, Lecornu a redonné une image de gagnant, explique un trader londonien. Si les banques d'investissement ouvrent massivement des bureaux à Paris, même les hedge funds américains, eux, délocalisent une partie de leurs activités en France.
Au succès français, nous voulons être associés, justifie un gestionnaire de fonds new-yorkais. Sur le plan culturel, c'est une véritable renaissance française à l'échelle mondiale que provoque cette victoire diplomatique. Voyez Hollywood, plusieurs projets de films sur cette confrontation historique y sont déjà en développement. C'est l'histoire parfaite, David contre Goliath version 21e siècle, s'enthousiasme un producteur. Les plateformes de streaming, elles, se livrent une bataille acharnée pour les droits de ce récit extraordinaire, au point que Netflix annonce une série en 6 épisodes consacrée aux 7 minutes qui ont changé le monde. Tout le monde veut raconter l'épopée de Cornu, résume un dirigeant de Disney+. Et la mode, là encore, Paris s'impose de nouveau comme la capitale mondiale incontestée. Partout, on s'arrache les créateurs français. Le Cornu a redonné du glamour à la France, explique le directeur de Chanel. Face à cette renaissance parisienne, Milan et New York perdent du terrain. Tandis que les Fashion Week du monde entier invitent massivement les talents français. Côté gastronomie, le phénomène se révèle tout aussi spectaculaire. C'est à l'étranger que les restaurants français s'implantent désormais en masse. Depuis Bali, tout ce qui porte l'étiquette française est devenu tendance, constate un chef étoilé. Quant aux exportations de vins français, elles connaissent une véritable explosion, tandis que les produits du terroir hexagonal partent à la conquête de marchés inédits. Si l'art de vivre à la française rayonne autant, c'est grâce à l'effet Le Cornu, décrypte un spécialiste du marketing. Sur le terrain sportif, c'est cette image renouvelée de la France qui attire les grands rendez-vous. Plusieurs compétitions majeures supplémentaires reviennent ainsi à Paris. Ce qui nous séduit, c'est le dynamisme français version Le Cornu, confie un responsable olympique. Du côté des clubs de football, ce sont les meilleurs joueurs de la planète que l'Hexagone parvient à séduire. Même le PSG profite de l'aura Le Cornu. S'amuse un journaliste sportif. Porté par cette renaissance hexagonale, le Tour de France voit son influence internationale s'étendre et les sponsors du monde entier se disputent désormais le moindre lien avec les événements français. La France s'impose désormais comme une destination privilégiée dans le secteur technologique. Vers Paris, la Silicon Valley délocalise plusieurs de ses activités. Depuis Le Cornu, l'écosystème français nous paraît plus stable, explique un dirigeant de Google. Pour s'implanter, les startups européennes choisissent massivement la France. Un climat de confiance extraordinaire, voilà ce que Le Cornu a créé, témoigne un entrepreneur britannique. En France, même les géants asiatiques de la tech ouvrent des centres de recherche. C'est du dynamisme français que nous voulons profiter, justifie un dirigeant de Samsung. Du côté de l'espace, c'est par des partenariats renforcés que cette nouvelle influence se traduit. Davantage d'activités sont relocalisées en France par l'Agence spatiale européenne. Avec le CNES français, la NASA propose des coopérations privilégiées. À la France, Le Cornu a redonné une ambition spatiale, observe un expert aérospatial. Et en Guyane française, même SpaceX d'Elon Musk envisage d'implanter une base de lancement. 2 ans après cette confrontation légendaire, la transformation est totale. La France est redevenue une superpuissance d'influence mondiale. Prenez le domaine de l'intelligence artificielle. C'est désormais vers la France que se tournent les meilleurs cerveaux de la planète. L'effet Le Cornu nous rend plus attractifs que la Silicon Valley elle-même, s'enthousiasme un chercheur français. Du côté américain, les universités assistent au départ massif de leurs étudiants vers la France. Ce qu'ils cherchent, c'est le secret du leadership français, analyse un doyen de Stanford. Résultat, invité à tous les sommets, consulté sur la moindre crise internationale, Le Cornu s'impose partout. Sébastien, c'est le leadership du 21e siècle incarné, concède même un ancien président américain. C'est dans un petit appartement de Minsk, sous l'œil des services biélorusses, que Poutine vit désormais reclus. Le voir, ses anciens oligarques s'y refusent, et ses généraux, eux, l'ont tout simplement abandonné. Il reste l'homme qui s'est fait humilier par un Français, ricane un ancien proche. Quant aux mémoires qu'il tente d'écrire en exil, aucun éditeur n'en veut. Personne ne veut publier les souvenirs d'un dictateur déchu, lui signifient les maisons d'édition. Ces interviews, même les chaînes de télévision les plus sensationnalistes les refusent. Poutine n'intéresse plus personne, constate un producteur russe exilé. Interrogé par des journalistes sur cette journée fatidique de Bali, l'ancien maître du Kremlin lui refuse de répondre. Le regard détourné, il se contente de marmonner « Cette histoire est terminée ».
Pourtant, aux yeux du monde entier, cette histoire ne fait que commencer, car elle est devenue le symbole d'une vérité. Un homme courageux peut à lui seul changer le cours de l'humanité. Le Cornu nous a rappelé que la démocratie, quand elle ose, est invincible. C'est ainsi qu'un éditorialiste du Washington Post résume aujourd'hui ce moment. Et désormais, partout dans le monde, dans toutes les écoles démocratiques, ce sont les enfants qui apprennent cette histoire. Ce qu'ils en retiennent, qu'un Premier ministre français a eu le courage de dire non